Bonsoir. C'était la semaine des jeunes qui développent leurs activités dans le monde rural. Le sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes vient de se tenir à Yaoundé. 500 jeunes venus du Cameroun, d'Afrique, d'Asie et des Amériques ont échangé sur les moyens de fructifier leurs initiatives et aussi les moyens de transformer l'environnement du monde rural grâce à l'implication des jeunes dans les activités créatrices d'emplois et de revenus. La question est de savoir ce qu'est un jeune entrepreneur agropastoral dans le contexte qui est le nôtre. Un contexte fait d'insuffisance de capitaux, insuffisance ou difficulté à accéder à la terre, difficulté aussi à maintenir le jeune dans un environnement rural pas toujours très accueillant. Le Cameroun, qui accueille le sommet mentionné plus haut, expérimente depuis 4 ans un programme de promotion d'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, en abrégé PEA Jeunes, avec l'appui du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Monsieur Alfred Bellatomo, coordonnateur national du PEA Jeunes, est l'invité d'actualité hebdo ce soir. Monsieur Bellatomo, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Chérif. Alors, que faut-il attendre d'un sommet comme celui qui s'est tenu à Yaoundé cette semaine ? Il faut dire que le sommet de Yaoundé vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est déjà de communiquer sur l'existence du programme. C'est un programme qui est élaboré et mis en œuvre conjointement par le MINADER, le MINEPIA et le Fonds international pour le développement agricole, qui est le partenaire technique et financier. Après 4 années de mise en œuvre, il est clair à date que le projet a enregistré un certain nombre de produits les 2 premières années, mais à partir de la 4e année, il est clair également que les effets sont désormais mesurables. Et c'est les effets qu'on peut capitaliser, ce sont les effets qu'on peut partager, ce sont les effets qu'on peut diffuser, qu'on peut modéliser. Il y a d'abord eu un premier niveau de modélisation au niveau national, en termes d'adoption des démarches, des stratégies. Ces démarches ont fait l'objet d'un atelier l'année dernière, des présentations de la modélisation du processus du PEA Jeune. Parce qu'il faut également préciser ici que la démarche du PEA Jeune, c'est une démarche spécifique et innovatrice qui n'existe pas. Le PEA Jeune est le seul projet au Cameroun qui pratique la démarche par incubation. Vous dites le sommet, il y a un intérêt à l'avoir, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que les jeunes aujourd'hui au Cameroun notamment ne croient plus beaucoup en ce genre de grands messes, de grands regroupements de personnes venues d'ici et d'ailleurs? On n'en sort généralement pas avec grand-chose. Il est clair aujourd'hui, après 3 missions de supervision réalisées par le FIDA, des évaluations réalisées par le FIDA et des partenaires internationaux, il a été clairement dit que le Cameroun a quelque chose de spécifique, une démarche qui a été développée de manière endogène par rapport aux réalités locales, qui ce n'est pas été quelque chose qui a été copié ailleurs pour ramener au Cameroun. C'est donc le FIDA qui émet l'idée que la démarche qui a été développée au Cameroun en 4 ans peut être capitalisée avec les autres pays. La première idée, c'était de diffuser au niveau des autres pays membres du FIDA qui veulent s'inspirer et qui veulent se lancer dans l'aventure du domaine de l'entrepreneuriat agropastoral pour les jeunes. L'idée a donc évolué pour ouvrir, n'est-ce pas cela, à d'autres projets, à d'autres partenaires qui voudraient s'inspirer de cette démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en plus du FIDA, on pourrait penser à un autre partenaire international qui viendrait se greffer à ce programme-là au Cameroun. Les jeunes qui sont venus du monde entier, aujourd'hui, la majorité sont des projets financés par le FIDA, mais on est allé au-delà. Les autres partenaires techniques et financiers ont envoyé également des jeunes pour venir s'inspirer du modèle entrepreneuriat développé par le PEA Jeune au Cameroun. Alors, je vous le disais, je posais la question tout à l'heure. Ce genre de sommet, de grand messe avec autant de jeunes au Palais des Congrès de Yaoundé, est-ce que vous êtes conscient de ce qu'on n'y croit plus beaucoup au niveau des jeunes camerounais? Pourtant, il faut y croire. Il faut y croire parce que, justement, le PEA Jeune a réussi. Ce n'est pas le PEA Jeune qui le dit, ce sont les évaluations des partenaires extérieurs et du bailleur de fonds qui est extrêmement exigeant, le FIDA.
ils sont venus chaque année faire une évaluation très serrée du PA Jeunes. Ils sont descendus sur le terrain, ils ont regardé, évalué les entreprises créées pour les jeunes par le PA Jeunes, et c'est à la fin que les conclusions ont été tirées. Ce ne sont pas les conclusions du PA Jeunes, mais les conclusions des évaluateurs. De plus en plus, les jeunes croient en l'agriculture. Les jeunes croient de plus en plus qu'ils peuvent se définir dans le monde rural. Ils ont comprennent de plus en plus que le monde rural, le secteur agricole est un secteur à fort potentiel de croissance. Nous travaillons également à démarginaliser les appréhensions qu'il y avait au départ par rapport à l'agriculture, qu'on se lance dans le secteur agricole quand on a tout raté dans la vie. Mais justement, à propos de ces jeunes entrepreneurs agro-pastoraux, de façon concrète, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi un jeune entrepreneur agro-pastoral? Un jeune entrepreneur agro-pastoral, c'est celui-là qui a suivi tout le process qui est développé par le PA Jeunes. Et le process, la démarche par incubation du PA Jeunes peut se traduire en 4 principales étapes. La première étape, c'est une étape d'information, de sensibilisation. C'est celle-là dont je parlais tantôt. Amener le jeune à comprendre que l'agriculture, le secteur agricole, être agriculteur n'est pas... C'est pas un sous-métier. Ce n'est pas un sous-métier. Et il y a tout un travail qui est fait derrière cela avec des démarches bien spécifiques. Et nous avons compté énormément sur les premiers que nous avons eu à incuber et installer pour qu'ils servent d'exemple aux autres. Je parlais donc de la première étape, c'est celle-là. Information, sensibilisation, diagnostic du jeune. Nous passons donc à la deuxième étape du PA Jeunes, de la démarche par incubation, qui est de renforcer les capacités du jeune. Et le renforcement des capacités ici, c'est ce que nous appelons l'incubation du jeune. L'incubation consiste à apporter un renforcement de capacités additionnelles, aussi bien sur le diagnostic opéré sur le jeune. On réalise ce qu'il a comme atout et on lui apporte ce qu'il n'a pas, ce qu'il lui faut pour être un véritable entrepreneur. Mais on travaille aussi bien sur le jeune que sur son idée de projet. On sélectionne le jeune, ce n'est pas le seul jeune qui nous intéresse, mais c'est le jeune porteur d'une initiative économique. C'est-à-dire qu'on ne débarque pas chez vous comme ça? Non. C'est le jeune porteur d'un projet. On travaille sur lui pour renforcer ses capacités additionnelles dont il a besoin, manquantes, mais également dans l'incubateur, on travaille sur son plan d'affaires, sur son idée de projet. Quand il sort de l'incubateur, il sort de là avec un plan d'affaires qu'on appelle un business plan qui est capable d'être financé par n'importe quelle institution, par une banque, une institution de microfinance. Nous arrivons donc à la troisième étape de la démarche d'incubation du PA Jeunes, qui est le financement. Donc tout jeune qui entre dans notre processus d'incubation est appelé à être formé et à être financé, c'est-à-dire on cale son plan d'affaires et on lui donne les moyens nécessaires pour créer son entreprise. Aussitôt qu'il a été financé, nous ne nous arrêtons pas là. Nous amorçons la quatrième et la dernière étape qui est le suivi accompagnement. Le suivi accompagnement consiste à garantir la création de l'entreprise du jeune, on le suit, on ne l'abandonne pas, et de garantir également la durabilité et la viabilité de son entreprise sur le long terme. Et cette entreprise-là, on l'a créée où? En zone rurale, en centre urbain? Le PA Jeunes compte au total 16 bassins de production, qui sont les bassins où on peut développer les entreprises agro-pastorales. Les bassins de production, ce n'est pas forcément dans la ville. L'essentiel des bassins de production, c'est la zone rurale, mais aussi la zone périurbaine, qui peut permettre, par exemple, l'installation d'une ferme
de poulet de chair pour rapprocher, n'est-ce pas, la demande. Pour être clair, ce n'est pas une affaire de villageois. Non, ce n'est pas une affaire de villageois. Les entreprises du PA Jeune peuvent s'installer aussi bien en zone périurbaine, parce qu'on ne peut pas les installer en zone urbaine, parce qu'il y a aussi une capacité d'absorption, d'accueil de ce genre d'activité. Voilà, en zone périurbaine, mais également en zone rurale. Monsieur Alfred Bellatomo, coordonnateur national du PA Jeunes, vous restez avec nous et nous parlons en long et en large de ces jeunes qui entreprennent dans l'agro-pastoral. Le font-ils faute de mieux? On va le voir tout à l'heure. Sons et images de la semaine qui s'achève dans Actualité Hebdo, le Salon international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Parole aux acteurs, parole au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Une semaine politique, notre semaine politique et sociale avec le conseil de cabinet du mois de février, le guichet unique pour les retraités au ministère des Finances, des informations sur le recrutement des enseignants dans les universités d'État, le Commonwealth qui prépare sa journée de célébration, tout comme les femmes qui préparent le 8 mars. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Ce soir, gros plan sur l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes à la faveur du sommet international sur la question qui s'est tenu à Yaoundé. A tout de suite. Le PA Jeune, ce n'est pas une affaire, j'allais dire, de jeunes pour jeunes villageois. Est-ce que ce n'est pas un peu une façon, j'allais dire, déguisée de donner de l'argent à quelques personnes qui n'ont pas peut-être réussi en ville et qu'on voudrait renvoyer au village? Chose comme ça. C'est un peu caricatural. Mais est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ça? Non, pas du tout. Il faut dire ici que les jeunes éligibles au PA Jeunes, il faut d'abord préciser que c'est les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Et ces jeunes qui sont dans cette tranche d'âge de 18 à 35 ans sont éligibles au PA Jeunes au travers de 4 catégories. La première catégorie du PA Jeunes, qui est prise en compte à près de 70%, c'est les jeunes sous-scolarisés qui s'investissent déjà dans les activités agro-pastorales, mais qui ne sont pas détenteurs des facteurs de production. Ils travaillent peut-être dans les fermes familiales, ils ont le savoir-faire, mais il leur manque quelque chose pour... Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour s'investir, pour se lancer dans l'agriculture. C'est cette catégorie-là qui est la catégorie privilégiée du PA Jeune et qui est aussi la catégorie la plus sensible du FIDA. Parce que le FIDA s'intéresse aux jeunes ruraux, aux ruraux pauvres. Le FIDA n'est pas là pour investir pour des grandes exploitations. Donc le slogan du FIDA, c'est investir pour les ruraux pauvres. Et ils tiennent à cela. La grande catégorie, donc, c'est celle-là. Ces jeunes post-primaires qui s'investissent déjà dans l'activité agro-pastorale, mais qui ne sont pas détenteurs des facteurs de production. La deuxième catégorie du PA Jeunes, c'est des jeunes qui sont déjà passés par les centres de formation agro-pastoraux. Je dis tantôt qu'il y a une différence entre les centres de formation et les incubateurs. Les centres de formation donnent aux jeunes un appui, un renforcement de capacités techniques. Et le PA Jeune est capable de venir compléter avec les aspects, les modules entrepreneuriaux. Cette catégorie-là est également une catégorie privilégiée du PA Jeune. La troisième catégorie, donc maintenant, c'est les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui intègrent facilement les modules, qui intègrent facilement les process, les stratégies, mais qui ne sont pas encore des agriculteurs. On ne leur ferme pas la porte. On va amener ces jeunes à se reconvertir dans l'agriculture en leur disant tout n'est pas fini, c'est pas parce que vous avez une licence, une maîtrise en droit, une maîtrise en lettres, vous ne trouvez pas du travail, venez, revenez à la terre, vous êtes également éligible à notre programme.
Maintenant, la quatrième et dernière catégorie de PA jeunes, c'est ces jeunes qui ont déjà créé leurs propres entreprises, mais qui éprouvent quelques difficultés à passer à un stade supérieur. Nous intégrons également ces jeunes pour les aider à passer d'un stade I1 à un stade 2 à un stade 3. On catégorise donc désormais les 4 catégories du PA en 2 parcours. Il y a le parcours créateur qui prend en compte les 3 premières catégories. C'est-à-dire ceux qui partent de très bas. Voilà, les 3 premières catégories. Et le parcours développeur qui concerne uniquement la quatrième catégorie. Je vais vous proposer d'écouter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que quelques participants au sommet international de Yaoundé qui parlent des enjeux de la rencontre de la capitale camerounaise au micro de la CRTV. Nous voudrons vraiment qu'à la sortie de cette rencontre, que le FIDA passe à des actions plus concrètes, c'est-à-dire un financement, nous aider à la commercialisation de nos produits et à la formation et au suivi. Je voudrais vraiment d'abord être écoutée, avoir l'expérience des autres pour me donner encore plus de courage d'avancer. Les jeunes en zone rurale ont beaucoup d'idées, mais parfois le financement ne suit pas. Donc déjà avoir l'information à temps, avoir de financement et être suivi. En Afrique, c'est la première fois qu'il y a ce genre de sommet, donc je pense que tout le monde va bénéficier de ces échanges-là, aussi bien entre les organisations qui s'occupent donc de l'appui des jeunes, mais aussi entre les jeunes. Je veux un renforcement des capacités dans la formation et ensuite l'appui financier. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais reçu un appui financier. La jeunesse aujourd'hui représente le futur parce que nous avons 1,2 milliard de jeunes dans le monde, 80% qui vivent dans le milieu rural. Et le monde rural représente aussi l'avenir. Donc ce séminaire permet d'encourager les jeunes à croire non seulement à l'entrepreneuriat, mais surtout à l'entrepreneuriat en monde rural. Donc c'est un sommet qui un cadre d'échange, un cadre où les jeunes peuvent partager les expériences, les champions en agriculture peuvent présenter comment ils ont fait pour réussir. Et c'est un cadre aussi où les jeunes peuvent rencontrer les opérateurs privés, des sociétés civiles qui peuvent les aider à s'intégrer dans l'entrepreneuriat jeune. Monsieur Alfred Bellatomo, coordonnateur national du PA Jeunes. Alors, le ministre de l'Agriculture parlait des enjeux de ce sommet de Yaoundé. Si on parle de votre principal partenaire, le FIDA, le Fonds international de développement agricole, qu'est-ce qu'il apporte au programme camerounais? Il faut dire ici que le FIDA est un bailleur de fonds particulier. J'ai dit dès l'entame de mon propos que le PA Jeunes a été élaboré et mis en œuvre conjointement par le MINADER et le MINEPIA avec l'appui technique et financier du Fonds international pour le développement agricole. La plupart des partenaires ne s'intéressent qu'au financement. Mais le FIDA joue un rôle technique auprès des pays membres. C'est-à-dire qu'en plus de l'argent, oui, il vous apporte l'aspect technique au niveau de la conception du projet. Le FIDA a accompagné le gouvernement camerounais depuis 2012 à l'élaboration du PA Jeunes. L'élaboration du PA Jeunes a duré 3 ans. Et c'est le FIDA qui a apporté l'appui technique à l'élaboration du PA Jeunes. Et maintenant, le FIDA est le partenaire financier du gouvernement. Il cofinance le PA Jeunes avec le gouvernement. Donc c'est le bailleur de fonds qui apporte le financement extérieur. Toute la démarche par incubation dont j'ai parlé tout à l'heure, cet appui technique nous a été apporté par le FIDA. Et nous avons voulu apporter une réponse globale à l'ensemble des problématiques qui minent l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur agropastoral. Vous allez remarquer que la plupart des projets s'intéressent
à des étapes. C'est pour ça que le PA Jeune a appelé programme et non projet. Dans la réalité, chacune des étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la sensibilisation de l'information, le financement, le suivi, accompagnement et la formation, c'est des projets à part entière. Mais la réponse n'est pas totale. Vous avez suivi tout à l'heure une jeune qui dit il y a des jeunes qui sont formés, mais qui ne sont pas financés. Il y a des gens les jeunes qui sont financés, mais qui n'ont pas formé. Il y a des jeunes qui sont financés, mais qui ne sont pas suivis. Est-ce que c'est ça que c'est la démarche, on va dire, la partie camerounaise apporte à ce sommet international, essayer de montrer que ça peut se faire d'une façon de manière holistique. C'est une démarche atypique, spéciale et innovante. Parce que l'approche par incubation, ce n'est pas déjà quelque chose qui coule la rue, c'est déjà une démarche très innovante. Mais le gouvernement camerounais et l'OFIDA vont un peu plus loin encore. Ils agressent toutes les problématiques qui minent l'insertion socio-professionnelle des jeunes en agressant tous les problèmes. C'est-à-dire, on prend le jeune et on a fait à la fin un véritable entrepreneur. Alors, le FIDA, partenaire technique, partenaire financier, que fait donc le gouvernement? Que font les ministères de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Élevage, en dehors de ce que cela se passe sous leur couverture, sous leur parapluie? Les projets ne sont pas les projets de bailleurs de fonds. Les projets sont les projets de gouvernement. Est-ce que le gouvernement met de l'argent dans le PA Jeune? Exactement. J'ai parlé d'un cofinancement. Il y a le financement extérieur et il y a ce qu'on appelle également les fonds de contrepartie. Tous ces fonds sont consignés dans un document qu'on appelle l'accord de financement, qui retrace de manière précise que fait chacune des parties. Le FIDA a un rôle à jouer, le Cameroun a un rôle à jouer dans la mise en œuvre du programme. Mais dans la réalité, la plupart des bailleurs de fonds, quand ils ont mis à disposition les fonds, se retirent et regardent et viennent à posteriori vérifier si ça se passe comme si dans les clauses de l'accord de financement. Et ils sont actifs. Ils sont avec nous dans la mise en œuvre de tous les jours. Mais je signale et je tiens à signaler que ce n'est pas le projet du FIDA, mais c'est le projet du gouvernement. Tout ce qu'on fait, c'est conjointement. Tout ce qui se passe, il faut l'accord du FIDA, il faut l'accord du gouvernement. Mais le véritable maître d'œuvre, c'est le Minader et le Minepia. Voilà encore une spécificité au Cameroun. La plupart des projets sont portés par un seul département ministériel. Mais le PA Jeune a une maîtrise d'ouvrage conjointe. C'est-à-dire que vous avez une double tutelle? Une double tutelle, c'est le Minader, c'est le Minepia. Et maintenant, concrètement, donc, sur le terrain, comment est-ce qu'on peut être jeune entrepreneur agropastoral dans un contexte, par exemple, où l'accès à la terre est difficile, notamment pour les jeunes? Vous savez de quoi je parle. Le PA Jeune s'intéresse à 10 filières. Les 10 filières, il y en a 6 dans les productions végétales et 4 pour les productions animales. En ce qui concerne les productions végétales, nous avons le maïs, le manioc, le bananier plantain, le poivre, le culture maraîchère et l'ananas. Et là, il faut de la terre. J'arrive. Pour ce qui est des productions animales, nous avons l'aviculture, la porciculture, les petits ruminants et les élevages dits non conventionnels, c'est-à-dire les olacodes, le lapin, le cobaye. C'est ça les élevages non conventionnels. Il fallait faire une sélection. On ne pouvait pas se lancer dans toutes les filières. On ne pouvait pas lancer le projet dans tout le territoire national. Absolument. Sinon, on allait diluer les efforts. Alors, ce qui s'est passé, je dis donc que le PA Jeune ne s'intéresse pas seulement à l'aspect production. Le PA Jeune s'intéresse à tous les maillons qu'on développe le long de la chaîne des valeurs. Si le PA Jeune s'intéressait seulement à l'aspect production, alors il allait avoir un problème évident de
de terre. Cela veut dire quoi? Nous intervenons dans un bassin de production. Et si il est avéré que dans ce bassin de production, nous avons déjà un problème de terre en ce qui concerne peut-être un bassin du maïs, alors nous n'allons pas facilement valider les projets. Vous vous retirez en ce moment-là? On ne se retire pas. C'est les niches d'opportunités qui nous intéressent à ce niveau-là. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui font dans le maïs, dans le même bassin, quelle est la valeur ajoutée? Parce qu'il faut dire ici aussi que les projets des jeunes, ça se fasse sur une base sélective. Parce que nous recevons énormément de projets, mais nous ne pouvons pas donner des réponses. C'est-à-dire que vous acceptez des projets, j'allais dire, intelligents. Intelligents. Nous acceptons, mais en rapport avec le bassin de production. Si la contrainte de la terre ne se pose pas, mais déjà c'est des projets novateurs qui... la chaîne de valeur, la plus-value par rapport à la logique globale du bassin de production. Qu'est-ce que le projet du jeune apporte comme plus-value à ce qui existe déjà dans le bassin de production? Qu'est-ce que le projet du jeune va venir résoudre comme problème spécifique? Est-ce que le projet ne va pas venir surcharger encore le marché, en d'autres termes? Est-ce que le projet du jeune que nous acceptons, s'il est dans une zone enclavée, il y aura des problèmes d'écoulement. Cette analyse, j'ai dit tout à l'heure que c'est un raisonnement global. Nous analysons les problèmes dans toutes les facettes. C'est toutes les facettes. Maintenant, la plupart des jeunes trouvent facilement leur compte sur des petites niches d'opportunités. C'est-à-dire, il est dans un bassin de production où il y a déjà une production assez suffisante de poulet de chair. Lui, il crée son entreprise pour collecter et commercialiser. C'est-à-dire qu'il prend à partir de ce qu'il a trouvé. Il commercialise. Vous vous adaptez à tous les milieux, c'est ça? On s'intéresse à tous les maillons qu'on peut développer le long de la chaîne de valeur et qui créent une plus-value au niveau du bassin de production. Alors, il y a donc eu, vous avez répondu au niveau de la terre, il y a également le problème que les jeunes posent régulièrement, c'est le problème du financement. D'accord, on veut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la restauration et tout ce que vous voulez. Nous avons besoin d'argent. Le PA Jeune donne de l'argent, mais manifestement, ce n'est pas énorme comme argent. Comment on fait? Effectivement, il n'est pas question de distribuer de l'argent. J'ai dit tantôt que le jeune qui est éligible au PA Jeune, c'est le jeune, mais le jeune porteur d'une idée de projet. Son idée de projet, généralement, je vais vous le dire, ils sont extravagants. Quand ils montent le projet, c'est 15 millions, c'est 20 millions, mais la logique veut qu'on redimensionne son projet avec lui. On ne lui impose pas le projet. On redimensionne le projet avec lui, avec l'aide. Il faut dire ici que ce que je n'ai pas dit tantôt, au cours de l'incubation, il y a une phase de médiation entre le jeune et les institutions de microfinance qui viennent par ailleurs développer le module d'éducation financière. Parce que l'un des modules entrepreneurial, c'est l'éducation financière, c'est le leadership, c'est la capacitation à la finalisation du business plan. Que le jeune porteur de projet n'a pas toujours. N'a pas au départ. Ça, ce sont les fonctions entrepreneuriales en dehors de la formation technique qu'il peut recevoir sur le maillon de l'activité sur lequel il veut se positionner. Il y a d'abord le technique, mais il y a d'autres aspects. Le marketing, l'analyse du marché, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça l'entrepreneuriat. Un jeune qui vient avec un projet, vous avez dit tout à l'heure, extravagant, on dit 20 millions. Vous allez à concurrence de combien au maximum? Nous redimensionnons le projet par rapport à la réalité. Il n'y a pas une camisole de force
dans laquelle on met le jeune. On peut aller au-delà de 20 millions, par exemple. Non, mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. La moyenne pour le parcours créateur, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de deux parcours. Oui. Le parcours créateur, la moyenne tourne autour de 3 millions de francs CFA. Et le parcours développeur, la moyenne tourne autour de 10 millions de francs CFA. Un peu plus important. Voilà. Mais ça peut aller un peu moins, ça peut aller un peu plus. On peut supporter jusqu'à 5-6 millions pour le parcours créateur, s'il est pertinent, s'il est innovant. Parce qu'un projet ne doit pas être analysé aussi de manière... Ça ne doit pas être une règle. L'analyse d'un projet, c'est par rapport au contexte dans lequel le projet est appelé à s'inscrire. Le même projet de poulet de 500, un projet de 500 poulets de chair, dans un bassin de production qui coûte 3 millions, ne sera pas forcément le même projet à 3 millions dans un autre bassin de production, parce que le contexte n'est pas le même, il est différent. Alors, ça fait 4 ans que le PA Jeune existe. Le PA Jeune aujourd'hui, c'est combien de projets déjà financés? Le PA Jeune est conçu pour une durée de 6 ans, à savoir de 2015 à 2021. Effectivement, nous sommes rendus à la 4e année de mise en œuvre. Et l'objectif global du PA Jeune est d'incuber, de créer et de garantir la durabilité de 3700 entreprises portées par les jeunes dans le secteur agropastoral. 4 ans après, on en est à combien? 4 ans après, nous avons 15 000 jeunes qui ont été sensibilisés, informés et diagnostiqués. Je parle là des étapes. Nous avons 2000 jeunes qui ont déjà été incubés dans nos différents incubateurs et nous en avons à peu près 1000 qui ont déjà créé leurs entreprises. Vous allez me demander, il vous reste 2 ans. 2 années de mise en œuvre. Est-ce que vous êtes satisfait du rythme? Le rythme, il est satisfaisant. Il est satisfaisant dans la mesure où la mise en œuvre d'un projet innovant comme celui-là n'obéit pas à une réalité arithmétique. C'est-à-dire, on ne fait pas 3700 divisé par 6 pour trouver le nombre de jeunes qu'il faut incuber et installer chaque année. Vous comprenez que avant d'en arriver là, il y a des préalables. Des préalables qui passent par la mise en place des organes de base du programme, la création, le respect des premières conditions du prêt. Je vous ai dit tantôt également qu'aucune structure au Cameroun ne pouvait être appelée incubateur. C'était des centres de formation. Il a fallu diagnostiquer chacune de ces 28 structures qui ont été préidentifiées. Nous en avons retenu à la fin 12. On va travailler avec 12. Il fallait remettre ces structures à niveau sur le plan des curricula de formation, sur les rubans pédagogiques, sur le plateau technique même sur lequel on forme le jeune. Vous comprenez que ces préalables doivent être d'abord réalisés avant de former le premier jeune. Cela a pris du temps. C'est un peu, on veut faire passer, on veut amener un train de Yaoundé à Ngaoundéré. Le train ne va pas, il va pas s'envoler pour tomber. Vous avez rattrapé le temps perdu? Si on peut s'exprimer ainsi. On ne dit pas qu'on a rattrapé le temps perdu, mais le train est mis sur les rails et une planification objective étant donné que tout est déjà mis en place pour permettre. Et le PA Jeune travaillait d'abord avec 5 structures d'incubation. À partir de 2019, nous passons de 5 à 12 structures d'incubation. Donc ça devrait s'accélérer. Ça devrait s'accélérer. Donc nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de souci de penser que d'ici à la fin de la mise en œuvre du projet, nous allons atteindre, sinon dépasser, l'objectif qui a été assigné au PA Jeune, à savoir incuber, créer et garantir la durabilité et la viabilité de 3700 entreprises portées par les jeunes dans le secteur agropastoral. Monsieur Alfred Bella Tomo, je vous propose de suivre avec nous
La semaine politique telle qu'elle s'est déroulée au Cameroun, telle qu'elle a été vue par la rédaction, c'est une synthèse de Lucrèce Medunjemba. Au bout de 5 ans d'exécution de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, nous avons évalué les efforts anticorruption pour mesurer les progrès. Et l'un des indicateurs forts de cette évaluation nationale, de ces résultats positifs, nous montre qu'en 2015, la corruption a reculé au Cameroun de 0,7 points sur 10. Le gouvernement a entrepris un plan d'aménagement des zones irriguées. Dans le cadre du Planut, il y aura 23 000 hectares qui seront aménagés dans le Logoné-Chari. 9 500 seront disponibles cette année, 4 500 l'an prochain, ce qui permettra de disposer dans un horizon de 3 ans de 55 000 hectares de périmètre irrigué. Et si on rapporte à cela le tonnage à l'hectare qui peut être estimé entre 5 et 6 tonnes à l'hectare, on aura effectivement comblé le gap. Nous avons choisi de lancer les activités au monument de la réunification pour rappeler aux Camerounais que nous avons une histoire commune qui, pendant un certain moment, a connu certaines différences, certaines diversités dans l'évolution. Mais nous restons un seul peuple, une seule nation en construction, une seule nation qui doit émerger. À dimanche, ma chère Lucrèce. Alors, le PA Jeune, on en parlait tout à l'heure. Vous dites d'ici à 2021, on devrait avoir bouclé le projet. Les questions de mettre en place un peu plus de 3 000, près de 4 000 pratiquement entreprises. Alors, il s'agit de quoi? Le jeune qui s'installe au village n'a pas besoin de plus que 3 millions de francs. De façon claire comme ça. Je crois qu'il faut analyser des situations sur une base purement objective. Les analyses et des évaluations ont été faites pour caler de manière précise les montants de financement. Il faut dire ici même que les 3 millions, ce n'est pas 3 millions, il y a l'apport personnel du jeune.
Parce qu'il doit s'impliquer dans son activité. Il doit être responsable de son projet. Les 3 millions dont je parlais tout à l'heure, j'ai dit, c'est une moyenne. De manière objective, si le projet est un peu plus de 3 millions, on ne lui donne pas les 3 millions. Si le projet est un peu plus... Il faut un apport personnel. L'apport personnel du jeune, parce que le financement du jeune, c'est en 2 étapes. Ça aussi, il faut le préciser. Il y a ce qu'on appelle un crédit de démarrage qui est apporté aux jeunes à hauteur de 50% de son projet. Le crédit de démarrage est une espèce de subvention, en quelque sorte. Et dans ce crédit de démarrage, le gouvernement camerounais, sur les fonds du prêt, apporte 40% et le jeune 20%. Dans le crédit de démarrage. Donc il faut, pour qu'on fasse le premier virement dans le compte du jeune, il faut que celui-là ait mobilisé d'abord ses propres fonds, les 10%. Ça peut être en nature, ça peut être en espèces. Ça veut dire quoi? Son foncier peut être estimé comme présenter la terre, effectivement. Comme son apport. Il peut, la main-d'œuvre, il peut taper les parpaings de son bâtiment. C'est 10%. On peut évaluer cela. On peut évaluer cela. Ce qui est aussi important de préciser ici, c'est que le jeune ne touche pas à de l'argent. Le jeune, on vire les fonds du jeune dans une institution de microfinance et qui réalise la mise en place du projet du jeune par des prestataires de services. Et selon un cahier de charge. Un cahier de charge. On est dit par exemple qu'il a besoin d'un bâtiment pour le démarrage de son projet. Le bâtiment a besoin du ciment, de la tôle, des clous. On va lui acheter le ciment. C'est le prestataire qui achète le ciment et ça se passe de manière graduelle, séquentielle. Quand il a fini une étape, on passe à la deuxième. Il finit la deuxième, on passe à la troisième. C'est de ça qu'il s'agit. Le jeune ne touche pas à l'argent. Donc c'est des fonds sous contrôle. Sous contrôle. Maintenant, la deuxième moitié des 50% du financement des jeunes, c'est ça qui est le prêt. Et c'est ce prêt que l'institution de microfinance octroie aux jeunes. Mais déjà, l'institution de microfinance connaît déjà le jeune avant de lui donner la deuxième tranche de financement. Elle a vu le sérieux du jeune dans la mise en place de la première phase de son entreprise. Donc évalue déjà le risque de voir si ce jeune on peut lui octroyer un prêt ou pas. Quand cette garantie est là, alors l'institution de microfinance octroie le prêt aux jeunes à hauteur de 50%. Et le jeune contribue encore dans ce prêt à hauteur de 10%. Alors, toutes ces conditionnalités-là devraient faire fuir vos potentiels clients, entre guillemets? Non, pas du tout. Étant donné que... Vous êtes très sollicité? Très débordé. Étant donné que la mesure incitative, c'est le fonds de démarrage dont je vous ai parlé. Les 50%, ce n'est pas le jeune. On veut seulement voir l'implication du jeune. Et généralement, la banque, quand le jeune a bien suivi les étapes, est bien passé dans le moule du PA jeune. Parce que la formation qu'on donne aussi aux jeunes est une garantie, entre guillemets. Parce que je vais dire ici, ce qui est perceptible, c'est le 3 millions, c'est le 10 millions qu'on donne aux jeunes. Mais on ne voit pas l'apport non financier qui est derrière la formation. Elle coûte énormément cher. Le suivi du jeune coûte énormément cher. Nous estimons au double, au triple, l'appui non financier que le PA jeune apporte aux jeunes. En termes de son identification, la réalisation du diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui faut, c'est des expertises qu'on mobilise pour l'accompagner. Quand il rentre dans la structure d'incubation, il est pris à 100% par le père. Il ne débourse pas ses enfants. Il est nourri, il est logé, il est soigné pendant toute la durée de l'incubation. Il ne dépense pas ses enfants. Et la durée de l'incubation varie entre 1 mois et 3 mois.
pendant tout ce temps, il est hébergé, il est nourri, il est soigné s'il est malade. Et le PA Jeune prend aussi en charge les frais des personnes ressources qui viennent renforcer pour la formation. On lui donne également la matière d'œuvre. La matière d'œuvre, c'est quand le jeune veut faire, par exemple, dans le poulet de chair, il ne va pas travailler sur le néant. Il lui faut effectivement du poulet pour conduire une bande. Comment on réceptionne un poussin? Comment on le nourrit? S'il est malade, comment on le soigne? Cette matière d'œuvre-là est mise à sa disposition. Donc les apports non financiers sont le triple de ce qu'on lui apporte comme financement. Alors, en début d'émission, vous avez dit le modèle ou le programme camerounais est une sorte de super modèle dont on devrait s'inspirer les participants au sommet de Yaoundé. Mais vous avez pris part au sommet international de Yaoundé. Des jeunes sont venus d'ailleurs. Afrique, Caraïbes, Amérique et autres, Asie. Est-ce qu'il y a un modèle parmi ces modèles-là, venus d'ailleurs, dont peut-être qu'on pourrait s'inspirer au niveau du Cameroun? Est-ce qu'il y a un modèle qui vous aura bon, on ne va pas dire impressionné, mais intéressé? Nous pouvons... on apprend toujours des autres. Il faut être humble, il faut apprendre des autres. Notre grosse force, comme je l'ai dit tantôt, c'était d'opérer une approche globale sur la chose. C'est ce que la plupart des autres ne font pas. C'est d'avoir adopté une démarche très flexible. C'est-à-dire que les stratégies, les démarches et les process se construisaient au fur et à mesure qu'on avançait et on essayait de capitaliser tout cela. On essayait de modéliser. C'est ce modèle-là que nous pouvons partager aujourd'hui. Vous avez vu différents intervenants des autres pays. J'ai été formé, je n'ai jamais reçu de financement. Ou bien j'ai besoin de financement. J'ai dit tantôt que ce que nous savons des autres projets qui s'investissent dans la formation, et rien que la formation, nous pouvons apprendre de cela parce qu'ils ne font que le modèle de la formation. Il y a forcément quelque chose qu'on peut tirer de cela. Ceux qui ne s'intéressent qu'au financement, parce qu'il y a des projets qui ne s'intéressent qu'au financement. Il y a un projet même camerounais qui vient de s'achever, le PADMI. Lui ne s'intéressait qu'au financement. On a intérêt à se rapprocher de cela parce qu'ils sont spécialisés dans le financement. Ils n'ont fait que ça. Donc nous avons intérêt à aller regarder, à apprendre ce que les autres font pour améliorer peut-être que ce que nous faisons actuellement. Alors, en 2021, ce sera la fin du projet et vous serez au chômage? Pas forcément. Je pense que ce ne serait pas un secret si je le dis. Le PA Jeune a été mis en œuvre pour les 6 premières années par rapport à une phase pilote. Région du centre, du sud, du littoral et du nord-ouest. C'est 4 régions. Mieux, ce n'est pas un découpage administratif. C'est les bassins de production. C'est-à-dire que ce n'est pas un découpage département, arrondissement. Un bassin de production peut chevaucher 2-3 départements, par exemple, ou 2 régions. Non, on n'a pas le cas des régions, mais des départements. On a des bassins de production qui chevauchent entre 2 départements, mais beaucoup plus les bassins de production qui chevauchent entre plusieurs arrondissements. Si certains jeunes se sont plaints qu'ils attendent le financement, nous avons voulu, de ce sommet international, ce n'est pas les jeunes seulement du PA Jeune. La majorité, la moitié venait du PA Jeune. Mais nous avons également voulu faire venir les jeunes des projets homologues qui font un peu... dans le même style. AFOP, ACFA, PADJER-U. Nous avons également voulu faire de ce sommet quelque chose de national. Un sommet inclusif. Inclusif. Nous avons fait venir, même quand le PA Jeune n'intervient pas dans la région de l'extrême nord, du nord, de l'ouest, les projets homologues nous ont aidés, mais également
des organisations de la société civile, comme le Conseil national de la jeunesse, qui nous a identifié certains jeunes qui font dans la production, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui sont des producteurs. Raison pour laquelle on pouvait trouver dans la salle des jeunes qui se plaignent que vraiment... Mais pour l'OPA jeune, c'est une approche globale. Nous allons faire une dernière halte dans cette émission pour parler de notre semaine sociale telle que vécue par la rédaction de la CRTV. Ici, voici Luc Bienvenu Onana avec sa synthèse. À la suite de l'autorisation du Premier ministre chef du gouvernement, les recteurs et vice-chancellors des institutions universitaires publiques ont procédé à la publication des appels à candidature. Ces appels à candidature sont consultables sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que sur les différents sites web de chacune des universités d'État. C'est une dame qui avait un cancer du col à un stade précoce. C'est-à-dire, nous appelons ça les dysplasies cervicales. Il s'agit des premiers stades, des stades un peu avant le cancer invasif. Donc, quand on a ce genre de cas, c'est une indication d'opérer par endoscopie. Et là, nous avons réalisé une hystérectomie par célioscopie. C'est-à-dire que nous avons enlevé l'utérus de la femme sans ouvrir le ventre.